les amis, on y est. C'est fini. L'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, c'est terminé. Ça touche à sa fin. Et avant de commencer cette analyse, cette vidéo, ce partage, on va tous ensemble faire comme on avait fait pour la vidéo historique de la fin de Naruto Shippuden. Chapeau. Chapeau, l'attaque des titans. Bravo l'artiste. Merci. Dans les commentaires, tous ensemble, on remercie cette œuvre. On remercie Isayama. On remercie de nous avoir fait vivre une histoire qui, on peut le dire comme on veut, on peut y mettre l'importance qu'on veut, nous aura accompagnés dans notre vie. Et merci à vous d'avoir partagé, d'avoir été là. Ouais, je le fais en début de vidéo, je remercie en début, on sait jamais ce qui peut se passer avant la fin. Un titan qui apparaît. L'attaque des titans, c'est terminé les amis. Shingeki no Kyojin touche à sa fin, le grand terrassement a eu lieu. 80% de la population a été éradiquée. C'est violent. Et nos amis, à ce moment-là, Armin, Mikasa, Connie, Levi et les autres, tous en ayant déjà perdu quelqu'un dans cette aventure, s'en vont pour faire. Alors, à la fois pour certains, Armin et Mikasa, on sent que c'est les deux derniers à convaincre d'une certaine manière, à faire passer de faire changer Eren d'avis à tuer Eren. Pour certains, ça peut s'avérer facile, pour certains, ça peut s'avérer simple, mais on a partagé cette histoire depuis le début, et on sait ce que représente Armin, Mikasa, à la fois pour Eren, et regardez tout ce qu'il a fait, mais aussi Eren pour Armin et Mikasa. Donc, je trouve que c'est bien amené que ce soit les deux derniers, là, ces deux personnages, qui auront la dernière grande décision. Et moi, ce qui m'a touché, déjà, dès le début, c'est le regard qu'on peut avoir entre Armin et Mikasa, dans le moment où, ça y est, on y va. On va le faire. Et là, même si j'ai pas envie de m'arrêter très longtemps dans ça, parce que pour moi, dans ce final, c'est pas du tout ça qui est le plus important, et j'ai parfois du mal à m'arrêter sur les combats quand dans une œuvre aussi importante que ça, même si je sais que beaucoup aiment le faire. On se retrouve face à un pouvoir du titan originel, donc il fait ce qu'il veut, il est le pouvoir ultime de cette œuvre, et là on se retrouve face à des titans d'argile, des titans d'une certaine manière d'une autre époque. On se retrouve face à la globalité de l'histoire devant leurs yeux. Les titans d'une autre époque, les titans primordiaux, la génération présente versus l'ancienne. La meilleure façon de clôturer une histoire, c'est de ramener tout l'historique de celle-ci pour s'y confronter et voir quelle sera la finalité. Et là, ce qui chamboule tout dans cet épisode, et ce qui retarde beaucoup l'échéance, c'est que Armin se fait très vite attraper, et donc le plan qui est censé exploser la nuque de Eren pour essayer de se diriger vers lui et le tuer, se voit bloqué par deux situations, les titans d'une autre époque, mais à la fois Armin qui ne peut pas se transformer en titan colossal et tout détruire sur son passage. De l'autre côté, comme si ce n'était pas l'apocalypse à ce moment-là, tu as les Mars et les Eldiens de l'autre côté de la mer, qui, eux, se retrouvent encore une fois, parmi les derniers survivants, j'ai envie de dire, dans un conflit, le dernier conflit, en tout cas de l'épisode, entre les Mars, les Eldiens, etc. Tout ce qui les différencie se verra être, à un moment donné, annulé au vu d'une menace qui est clairement plus grande. Donc, c'est souvent comme ça dans la vie, c'est la menace qui est au-dessus de tout, qui vient faire en sorte que les petits conflits sont mis de côté. Si demain, dans ta propre famille, il y a des conflits familiaux, mais que vous vous faites attaquer dans votre maison, il n'y aura que deux équipes, les agresseurs et vous. Vous serez ensemble contre les agresseurs. C'est comme ce qu'on peut percevoir dans d'autres œuvres, quand le méchant s'associe au gentil, Piccolo, pour battre un ennemi plus fort. Et dans cette situation, c'est parfois aussi la meilleure manière d'éloigner la séparation qui existait, les discriminations et tout, c'est de mettre un ennemi, et c'est même politique. Je veux dire, tu peux orienter ta politique en disant le mal vient d'ailleurs, on nous attaque, et donc on est obligé d'être soumis à notre direction. Donc là, les Mars, les Eldiens ont un principe, c'est la survie, même si au début encore tu te dis mais ils sont encore prêts à se battre alors que l'humanité est presque éradiquée. C'est ça la profondeur de l'humain. Mais là, encore une fois, je définis que le début, très gentiment, parce qu'on va aller dans de la profondeur. On apprend, et là ça devient intéressant, que c'est Ymir, par le passé, qui avait laissé s'enfuir les cochons.
Le début! Donc déjà comprenez bien que le début même de tout ce qui s'est passé avec Ymir, qui l'a mené à être pourchassé, qui l'a mené à rentrer dans l'arbre, qui l'a emmené à être en rapport, en lien direct avec le parasite, qui l'a fait se transformer et faire naître le premier pouvoir des titans, et toute cette histoire avec cette malédiction, etc., vient du point de départ d'une fille qui a offert la liberté, qui a vu des cochons dans un enclos, ça nous rappelle bizarrement ce qui se passait dans l'île de Paradis, et Eren, sa vision de tout ça dès le premier épisode, et elle a décidé de laisser s'enfuir les cochons. Et de ça a découlé tout ce qu'on connaît de ce passé. Offrir la liberté au prix d'un danger de mort, et pour surpasser ce danger de mort et cet instinct humain qu'on va présenter ensuite, il y a eu la création de ce qu'on appelle le titan, afin de surpasser la mort qu'on veut éviter. Je suis impressionné par un titan qu'on connaissait, c'est-à-dire Pyke. Pyke, elle avait un titan qui pour moi servait à se déplacer en vrai dans cette histoire. On s'est rendu compte que son endurance pouvait être utile aussi au combat, dans sa capacité de toujours pouvoir se retransformer, sortir de son titan, se retransformer, sortir de son titan. Ça aussi au début, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et on nous a montré vraiment la dernière volonté de chacun pour arriver au bout. Le petit symbole aussi très sympa du côté extérieur de ce qu'on connaît, les mares qui ont 2, 3, 4 canons face à l'armée de titans colossaux qui arrivent. Et qui, malgré tout, et ça, encore une fois, écoutez bien, parce que c'est le symbole même de l'essence que veut nous montrer cette œuvre, c'est la volonté de l'humain profonde de se battre pour sa survie, pour, à la fois, proliférer, pour créer la suite, pour le bon sens de l'avancée. Et c'est hyper profond dans la définition de l'être humain et de ce qu'il est dans son essence aussi. Donc, là, t'as le chef, je me rappelle plus de son nom, qui parle et les autres lui disent « Non mais limite c'est fini, il nous reste 2, 3, 4 canons ». Et au fond, il fait jaillir en lui ce qu'il y a de plus profond et présenté dans cet épisode comme l'humain, comme le parasite lui-même qui a cherché le chemin de la vie dans l'œuvre. Et ben là ça a été pareil, dans un moment où la mort était indéniable, c'est la fin du monde là on peut dire. T'as des titans colossaux qui ont éradiqué 80% de la planète, de l'humanité. Et vous, il vous reste 4 canons ou je ne sais combien. Et ben non, va au bout de la recherche de ta survie. C'est propre à ton humanité, c'est propre à toi. Va au bout de ce que tu es. Ne te suicide pas. Parce que le suicide, en vrai, c'est l'inverse de l'essence même de ce que tu es et de ta création. Et rien que ça, là, ce symbole de « il nous reste 4 canons, mais allons au bout et utilisons-les », c'est au moins, on aura été en accord avec notre essence d'humain. Il y a eu une discussion intéressante quand ils étaient sur Falco, transformé en titan qui vole, avec Levi qui dit « Il faut aller lui pulvériser la nuque pour atteindre Eren. On ne peut plus se permettre de se préoccuper d'Eren. On n'aurait peut-être même jamais dû se poser la question. » Et là, on a Mikasa. Et j'aime beaucoup m'arrêter dans cet épisode sur Mikasa, parce que bon, déjà, c'est un élément crucial dans cette histoire et on l'apprend à la fin, mais encore plus, regardez comment... Et là, faisons bien le lien, parce que maintenant que vous avez vu l'épisode, comprenons encore mieux la cassure qu'il faut en elle pour réussir à accepter déjà d'aller et se diriger pour tuer Eren, comme le côté esclave qu'il pouvait y avoir chez Ymir vis-à-vis du roi. Elle est la représentation au présent d'Ymir dans son blocage et dans son amour. Elle n'est pas réellement libre, en fin de compte. Et tant qu'elle n'est pas réellement libre, dans un moment comme celui-ci, où elle doit casser le cordon, couper le cordon, pardon, et c'est ce qui nous prouve que ce sera la dernière à convaincre, mais à faire en sorte qu'elle soit convaincue pour aller tuer Eren. Et sur le moment, elle est là, mais elle se dit, mais... Moi, je trouve ça hyper beau aussi, parce que c'est l'une des plus fortes en tant que humaine, hackerman et tout, et à la fois, elle devient tellement faible quand on évoque ce côté d'aller s'attaquer à Eren, parce que cet amour est à la fois une de ses forces, ce qui fait grandir sa force dans sa protection, mais à la fois tellement un blocage et une prison. Et là, t'as Connie qui lui dit « Mais quoi ? Si Falco avait pas débarqué par miracle, on serait mort. » Il y a Jean derrière qui lui dit « Oui, sans rien avoir pu faire. » T'as Mikasa qui le regarde qui lui dit « Jean !» Et t'as Levi qui continue derrière en disant « Crois-moi, je préférerais lui déballer ces 4 vérités à cet abruti. » Bon sang. T'as Connie qui en pleure et qui dit «
J'ai pas envie, moi aussi, de le lâcher. Mais à cause de moi, il y a déjà le caporal qui est estropié. Et en plus, il va falloir se rendre à l'évidence que c'est le titan originel qu'on affronte. On ne s'en sortira pas si on retient nos coups. Et là, t'as Jean qui lui dit « Mikasa, Eren, il doit mourir. » Et ça, c'est encore l'étape où Mikasa a besoin d'être convaincue. Et ça met du temps. Et personne, en vrai, ne pourra la convaincre. Si ce n'est elle-même ou son rapport à elle et Eren. Et on y revient après. Donc, à ce moment-là, Annie, j'ai bien aimé sa réaction, qui prend Mikasa et qui lui dit « Bon, pour l'instant, limite, préoccupe-toi de sauver Armin. » Voilà, étape par étape, on va pas lui sauter toutes ses émotions, sinon elle va nous tuer. On a aussi ce rapport à Levi vs Sig, hein, pour ceux qui suivent depuis toujours. Rappelez-vous ce lien. Et Levi, j'ai envie de dire, il ne lui reste qu'une dernière chose avant de mourir, s'il doit mourir, c'est tenir sa promesse. Sa promesse avant le sacrifice de Erwin. Et les promesses qu'il a toujours tenues. Comme il le dit lui-même, et Sig, dans tout ça, où est-ce qu'il se planque? Enfin, dans mon état, ça ne nous avancera pas que je le débusque. Je n'ai jamais foiré les tâches qu'il me confiait, pas une fois. Et maintenant me voilà incapable de boucler la dernière. Peut-être que notre rôle devait s'achever au combat ce jour-là. Peut-être qu'il se limitait à permettre aux mômes d'atteindre la mer. N'empêche, est-ce que vous avez donné vos vies pour que celles d'autrui finissent piétinées? Certainement pas. Le monde libéré des titans dont on rêvait était une parfaite utopie, baignée d'une félicité sans bornes. Autrement, il ne vaudrait pas les vies que vous avez sacrifiées pour lui. Tu vois, Erwin, je sais que je ne t'ai pas choisi, mais je ne le regrette pas. Car j'ai confié notre avenir à un gamin qui a la même lueur dans les yeux que toi. Et on a à côté un Armin qui est dans sa dimension en intérieur avec lui-même, qui se voit au sol, parce qu'à ce moment-là, il est en train à deux doigts de mourir. Et là, on a, j'ai envie de dire, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on a dans les discours de chacun la finalité des leçons qu'il a tirées de la vie, de cette expérience, de la perte de leurs amis, du développement qu'ils ont eu vis-à-vis d'eux-mêmes avant du développement vis-à-vis des autres. Et c'est pareil pour Armin sur le moment, qui se parle à lui-même, qui se bat encore une fois contre lui-même. Et Armin, les amis, il faut bien comprendre un truc. C'est que ce personnage, n'oubliez pas qui il était au début. Au début, il était un petit peu considéré comme le lâche, comme le faible, celui qui ne se confronte pas directement. Et avec le temps, il est devenu celui qu'on va suivre dans un domaine qui demande un combat quotidien. Il a pris la place de Erwin et ils ont fait le choix de laisser mourir Erwin pour lui. Donc aujourd'hui, il a un poids sur les épaules vis-à-vis de lui-même et son enfance, vis-à-vis de ses propres combats qu'il avait échoués, celui de la responsabilité des autres, et il est tellement sincère dans cette démarche qu'il cherche vraiment au fond, à prouver que le choix de laisser Erwin mourir était le bon et de ne jamais échouer au regard des autres vis-à-vis de ce choix-là, parce que sinon ce serait le pire échec qui peut exister. Celui qui n'a pas confiance en lui, et qui en plus a le fardeau qu'on l'ait choisi en laissant mourir un autre, mais il n'y a rien de pire. Donc là, il a un double poids vis-à-vis de lui-même, et c'est là où il se dit, mais je peux pas rester au sol. Pourquoi mon corps refuse de bouger? Allez, remue-toi par pitié, ou les autres vont tous y passer. Reiner, Pieck, Jean, Connie, Mikasa, Annie, ils vont tous crever, t'entends? Debout! Espèce de minable, sale bon à rien. Il parle à celui en lui qu'il voyait en train d'échouer, et il le représentait comme celui qu'il avait toujours été par le passé. Je te déteste, tu le sais. Depuis toujours, t'as toujours fait que de me trahir. Les sacrifices des autres, leur espoir, leur confiance, tu n'as jamais rien fait. Pas une seule chose qui réponde à leurs attentes. Alors qu'est-ce que tu fous là à faire le mort? Secoue-toi, bouge-toi, bon sang. Ça là, cette scène-là, elle est hyper intéressante. Encore une fois, on a eu Levi juste avant, dans ce qui lui reste, dans son développement final. On a Armin qui, malgré toute l'importance et tous les sacrifices qu'il a fait lui aussi, il est encore comme celui d'avant. Son dernier échec aurait été l'échec de sa vie, parce que sa vie, il l'a perçue comme ce que lui se voyait comme une personne qui est complexée, qu'on n'arrive pas à décomplexer malgré qu'il ait un statut très très haut, comme quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et là, on en arrive, les amis, à la scène. Déjà, rappelez-vous, quand Eren
arrive pour la première fois, si je ne me trompe pas, chez les Mars, à l'extérieur de l'île. Il arrive la première fois chez les Mars, on voit une dame, à un moment donné, qui se balade. Lui, il avait les souvenirs du futur. Donc il était dans un état d'esprit catastrophique à ce moment-là. Dépressif, il était vraiment mal. Et il marchait en regardant les gens dont il savait à l'avance qu'ils allaient mourir. Il savait qu'il allait lui-même les faire mourir, les piétiner. Et à un moment donné, il y a une dame enceinte. Regardez-la bien. Parce que c'est là le symbole. Une femme enceinte, heureuse, qui se balade avec son mari, qui va donner la vie, se retrouve être celle, à la fin, qui est la maman, qui tient au départ le bébé. Celui qui est en couleur, elle, comme lui. La maman et lui en couleur, celle qui donne la vie, celui qui est l'avenir de la vie humaine. Le symbole que représente cette histoire, encore une fois, de l'humain dans sa profondeur, de la vie, de la mort et de la recherche profonde, instinctive, de maintenir la vie versus la fin du monde et le grand terrassement qui vient à représenter la mort. Et là, on est dans un duel entre la vie et la mort. Et la meilleure manière, et c'est là que je trouve ça superbement beau, c'est le bébé qui est en couleur, porté par des personnes en noir et blanc, qu'on définit comme des personnes qui sont dans le même sens de la fin de la vie, de la mort, de ce qui va se passer avec les titans colossaux qui vont les écraser. Mais cet espoir, la dernière lueur en vrai, c'est le bébé là qui est en train de pleurer. Elle est incroyablement à la fois glauque, à la fois belle, à la fois humaine, dans l'essence de l'être humain. Et cette scène-là où ils portent ce bébé, ils le font tous avancer, c'est comme si c'était la dernière confrontation qu'on pouvait donner à la mort, c'était la vie. Et de l'autre côté, on regardait la mort qui venait s'attaquer à la vie. Et ces deux s'entrecroisent d'une certaine manière. Mais ils portent tout ça comme un dernier symbole dans leur fin des temps à eux, dans la fin de leur vie. Ils portent malgré tout, on pourrait se dire, dans ce moment-là, il n'y a plus le moindre espoir, tout est en train de mourir. C'est la fin du monde pour eux. Et non, le bébé, c'est celui qui se transmettent tous un par un. Et là, on a Armin qui se retrouve dans l'axe. Et l'axe, on lui donne une définition de plus en plus concrète. C'est-à-dire vraiment, on verra dans l'axe ce rapport au lien qu'il y a entre tous les Eldiens. Et là, il y a l'apparition de Sig, qu'on revoit enfin, parce que ça faisait longtemps, dans un état d'esprit, avec une philosophie propre à son plan d'éradication douce, au passage, qui n'était... J'ai pas envie de dire que ça aurait été un plan qui aurait pu être acceptable et qui aurait été moins destructeur. Moins de vies seraient mortes. En fait, il y aurait eu des morts naturelles, sauf que il aurait cassé la profondeur de l'être humain qui est la prolifération, qui est la suite de la vie. L'humain, il est comme ça. S'il y a attirance homme-femme, c'est aussi dans l'instinct humain, dans ce que Dieu a mis au plus profond de l'être humain, ce truc de la reproduction, de donner suite à la vie, du bon sens et du chemin, de ne pas bloquer la vie. Et c'est exactement ce que voulait faire Sig, casser l'avancée humaine. Et au final, il s'est convaincu que c'était l'unique plan et presque une religion à un moment donné, quand on voyait Lena et lui et tout, comment ils étaient dans leur truc. Et ben, il s'est retrouvé face à Armin, et là, il y a eu un superbe échange hyper profond. Et pour moi, les échanges comme ça dans une œuvre, ça a 10 fois, voire 100 fois plus de valeur que des combats tac, 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 tac. Si la vie a pu se perpétuer, en fait, c'est parce que par essence, elle cherche à proliférer. Et pour y parvenir, elle a transformé sa structure et s'est adaptée à son environnement, jusqu'à aboutir à ce que nous sommes. Elle se multiplie, se répand et se développe toujours plus. Le principe de la vie, c'est donc de se propager. Il est en train de définir l'humain par une essence instinctive qu'il a en lui, mais il ne le définit qu'à travers ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, il se dit, il n'y a plus de sens en vrai, il n'y a plus de sens. Parallèlement, la mort et l'extinction de l'espèce vont à l'encontre de ce but. Voilà pourquoi elles sont sanctionnées par la peur. Et c'est exactement vrai. La peur qu'on a de l'être humain, et pour aller plus loin, même scientifiquement, je ne suis pas un médecin, mais quand on devient tout pâle face à la peur, c'est que notre sang, à l'intérieur du corps, s'en va pour avoir le moins de pertes possible, pour, encore une fois, un instinct de survie. Instinctivement, un insecte, un animal, un être humain se bat pour vivre.
il mange, il boit. Dans le danger, il a peur. Toutes ces choses-là sont faites pour entretenir sa vie, pour faire continuer la vie et se reproduire et faire la suite. Ça, c'est une histoire d'instinct. Au-delà de l'instinct, il y a des milliards de choses. Sauf que Sigla évoque cet instinct naturel et primaire. De l'autre côté, il évoque maintenant la mort, qui est l'inverse et qui vient casser le but de la première. Cette pauvre enfant, c'est à ce tourment qu'elle cherchait à échapper. Alors elle a créé un corps plus puissant, démesuré et impérissable, avant de se réfugier dans un monde où la mort elle-même n'existe pas. Cet enfant, c'est Ymir. Et tu te trouves dans ce monde dénué de mort. Donc là, on comprend que le monde de l'axe, du chemin, c'est ce monde dénué de mort. Là où elle s'est réfugiée, là où elle, d'une certaine manière, a fui le danger de la vie, le danger de la mort. Et c'est la représentation à la fois des titans et à la fois de ce monde intérieur. Le titan est la représentation physique, entre guillemets, de survivre, de fuir la mort. Et ce monde-là, celui où presque t'es éternel d'une certaine manière. Et là, on a la question, mais quel est le but de Ymir, demande Armin. Et Sig, il se demande lui-même, pourquoi, malgré son pouvoir, elle n'a jamais été incapable de s'opposer au roi Fritz? Pourquoi elle est restée 2000 ans ici à servir ce roi sans jamais faillir? C'est certainement lié à une sorte de regret. Et Eren, lui, est parvenu à le comprendre. Voilà pourquoi c'est son parti qu'elle a choisi. En étant comprise par Eren, elle s'est soumise à sa volonté de la destruction des hommes. C'est presque par la peur qu'on en arrive à là aujourd'hui. C'est par la peur instinctive de l'être humain qu'on a surpassé cette mort qui crée encore plus de morts en fin de compte. Et là, on a Armin qui évoque cette volonté de rester en vie et comment il pourrait sortir de l'axe et retrouver le vrai monde. Mais on a Sig qui continue dans son discours. Ce qui est en train de se passer n'est que le triste spectacle de la vie soumise à la peur. C'est ce que je venais de vous dire juste avant. Celle que génère l'activité vide de sens des êtres vivants. Tout ce qui vit finit un jour par mourir, pas vrai? Si ça se trouve, rendre notre dernier souffle sera une délivrance. L'élévation à la véritable liberté. Et là, on a Sig, comme je vous dis, voilà, qui est vraiment dans une profondeur, mais à la fois dans une fin où il ne trouve plus de sens réel en fait à la vie, parce qu'il ne voit les choses que par instinct. Et le but de l'instinct, c'est que d'une certaine manière, ce n'est pas la réflexion qui nous fait agir, mais ce qu'on a à l'intérieur. Et ensuite, notre réflexion nous permet à la fois peut-être de savourer l'humain dans ce qu'on est, qui savoure les événements de la vie. L'instinct de manger pour survivre, on n'y réfléchit pas en mode je dois survivre, on y réfléchit avec le plaisir de manger. L'instinct de s'amuser, et pourquoi on aime s'amuser? Parce qu'on est en sécurité, parce qu'on est heureux, c'est ce qui nous rend heureux. On se sentira toujours heureux quand on est plus en sécurité. Et comment on définit notre sécurité? Par la foi, par le fait que ce n'est jamais fini, par le fait qu'on se retrouve avec les nôtres. Plus on fait en sorte que notre instinct se sente bien, plus on avance vers le bon sens et on s'épanouit. Sauf que là, Sig n'est plus dans l'épanouissement. Parce qu'il ne trouve plus de sens, il ne réfléchit que par l'instinct. Et l'instinct, c'est la vie, c'est la mort, c'est le début, c'est la fin. Qu'est-ce qu'il y a? En vrai, il n'y a plus rien. Sauf que là, tu as Armin qui évoque, au-dessus de tout ça, ce côté vivant. Il y a l'instinct de se battre pour la vie et il y a le fait d'être vivant. Et qu'est-ce que tu es en tant que vivant? De quoi tu te nourris en tant que vivant? Qu'est-ce que ça te procure? Et là, on a Armin qui évoque des moments hyper intenses lorsqu'il courait, tout simplement, derrière Mikasa et Eren, ou encore quand il était chez lui et qu'il dessinait, ou encore à d'autres moments. Et là, en fait, quand il tenait une feuille, de l'autre côté, il y avait la vision extérieure du symbole et du bienfait de se sentir vivant à travers la représentation de la balle de baseball, qui lui possédait et a réussi à renouer en se disant mais c'est vrai que dans cette vie, il y avait des choses à prendre. C'est vrai que dans cette vie, il fallait vivre. On est humain et nos instincts sont nos instincts. Il faut savoir contrôler ce qu'il y a à contrôler, mais à côté, il y a ce qu'on a vécu, de quoi on s'est nourri, qu'est-ce qui m'a épanoui. Et là, on voit ces moments où il jouait et il se dit rien que lancer une balle, la récupérer, la lancer, ça le nourrissait dans cette vie en fin de compte. Et là, ce rapport à Monsieur Xaver, là, il l'a vu, il l'a compris, il comprend encore mieux maintenant l'instinct de survie qui n'est pas basé que sur l'instinct de se battre pour la vie et échapper à la mort, mais plutôt dans les bienfaits qu'il y a à la vie aussi. Et il a ouvert une nouvelle vie, il s'est réveillé à nouveau
d'une certaine manière. Et c'est là où il a enfin compris déjà premièrement et accepté cette volonté de vivre. Et pourquoi se battre pour la survie? Et là, il a totalement changé, ce qui a aussi, dans le pouvoir originel, si je ne me trompe pas, fait changer la mentalité des titans qu'il y avait. Ceux qu'on connaissait par le passé, grâce à Sig, il y a eu ce changement. Et ils sont venus à les défendre maintenant. Porco, Marcel, Ymir, Bertholdt, ils se sont mis maintenant à les sauver. Et maintenant, il est dans un état d'esprit d'accepter la mort. Là où avant, l'humain et son instinct se battaient pour la survie, aujourd'hui, il accepte sa vie, son instinct premier, mais aussi sa mort. D'une certaine manière, le cycle. Il a accepté le cycle entier. Et en acceptant ce cycle entier, c'est que tu as trouvé la véritable paix. Personne, parce qu'on a un instinct premier, qui est de la vie, qui est de se battre pour la vie, réussir à accepter, je parle pas de se suicider, je parle de réussir à accepter le sens même de la vie, qui va de la vie et qui va jusqu'à la mort. Quand tu réussis à tout accepter dans le bon sens, à faire chaque étape de ta vie proprement et en cohérence avec le bon sens de l'avancée, la mort n'est plus la peur qu'on rejette, ni la chose qu'on veut attirer à nous. Ça y est, on est en paix et tout est accepté. C'est ça l'acceptation, la véritable acceptation. En fin de compte, là, c'est comme si Sig est devenu un homme de foi qui acceptait le bon sens de ce qui allait lui arriver sur Terre. Et là, il savait que, et il le dit lui-même, ils nous mettent un peu cet esprit religieux, j'ai envie de dire, qui peut exister, dans cette idée qu'il y a après la mort quelque chose. Même si c'est pas développé. Beaucoup de fois dans cet épisode, on revient quand même sur l'aspect de en enfer. Même si l'enfer dans l'œuvre, il n'est pas défini comme la punition, mais genre on a fait du mal, on va se retrouver là-bas, mais il y a quelque chose après malgré tout. Mais c'est surtout pour marquer qu'on a fait certaines mauvaises actions. Et là on a Sig qui accepte la mort pour avoir à renaître et jouer à la balle avec Monsieur Xaver. En gros, son paradis à lui se base sur les éléments vivants qu'il a connus et qui fera éternellement même après sa mort. Donc il a... En vrai, ça c'est la définition de l'acceptation de la mort, tout simplement. Et là, regardez Sig, quand de lui-même appelle au loin en disant « Eh oh, je suis là !» Et regardez, et c'est ça que j'aime dans l'Attaque des Titans, c'est qu'on sait mettre en avant la profondeur d'un personnage sur des actions. Il aurait pu dire je suis là, ou il aurait pu tout simplement pas. Mais là, en fait, tu vois d'un coup un gars, mais... il brille, il est en paix avec lui-même, il accepte limite la mort, mais d'une simplicité. Et là, il les appelle. Et avant de les appeler, il dit « Regardez-moi ce beau temps. Dommage que je ne m'en sois pas aperçu plus tôt. Enfin, après tous mes massacres, je vais pas en demander plus. » On est sur une forme de purification. Se faire tuer, c'est comme dire « C'est ma punition, c'est ma purification. Je pourrais me cacher et vivre maintenant la vie comme je l'aperçois. » Avec le bon sens, voir le beau temps, c'est l'élément premier. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui va bien voit le bonheur partout. Quand tu vois le beau temps, tu vois la nature, tu te dis, purée, tu te rappelles des bienfaits de Dieu partout, tu vois, pour le croyant, par exemple. Et lui, dans cette histoire-là, il est en train de se dire, purée, dommage que je n'avais pas vu tout ça plus tôt. Il donne du bon sens à sa vie, à ce qui l'entoure. Là où avant, il a été un peu esclave de l'éducation, de ce monde cruel, de beaucoup de choses. Mais là, il s'est rendu compte des choses. Mais même lui, il se dit, ça y est, je vais pas en demander trop. Avec tous les crimes, avec tout, maintenant, je dois être, d'une certaine manière, purifié. Et là, il se laisse tuer par Levi. Et il offre aussi à Levi la finalité que Levi cherchait pour lui aussi. S'il doit mourir, mourir en paix maintenant. Chaque chose est son cycle, d'une certaine manière. Là où il a été l'oppresseur, il est devenu le bétail de la suite. Bon, les amis, maintenant on a le parasite. On peut aimer, on peut ne pas aimer un perso. Moi, j'ai jamais été fan dans les œuvres. J'aime me raccrocher le plus à la réalité. Et le parasite, ce gros truc bizarre là, je suis pas très fan, mais j'aurais aimé qu'en fait ce soit le début, l'explication du début, mais pas ce qu'il est à la fin. À la fin, là, le dernier monstre bizarre, bref. Mais quoi qu'il en soit, le parasite, lui aussi, on le voit comme la définition de la racine profonde de l'humain instinctive, de la chose qui cherche à survivre. Parce que dans l'œuvre, on définit que c'est par des milliers, des siècles, j'en sais rien, qu'il y a eu la recherche d'un chemin de la vie,
Et ça, là, ce parasite qui s'est après associé à l'époque avec Ymir et tous, a fait en sorte que cette recherche de la vie face à la personne qui avait peur et qui ne voulait pas mourir, a créé ce qu'on appelle le titan qui surpasse la mort. Et aujourd'hui, ce truc va chercher à tout prix, encore une fois, à rester dans la vie et à surpasser la mort, à ne pas mourir. Donc le tuer, c'est vraiment se battre contre la racine de chercher à survivre. Je sais pas si vous avez compris. Et on a la fameuse transformation de Armin. Et le regard qu'il lâche avant, c'était, voilà, il y a un avant et il y a un après. Armin, à ce moment-là, ne retrouvera pas forme humaine avant la mort de Eren. Donc là, Armin, avant de se transformer, limite, il dit adieu, quoi. Il dit... Voilà, et on a aussi le regard de Mikasa. Moi, c'est ça que je demande à une œuvre. C'est des regards comme ça, pour montrer... Et ça, c'est que l'auteur, avant toute chose, il a besoin de transmettre. Il n'a pas besoin que d'écrire, il veut transmettre. Et c'est pas un hasard que certains regards comme ça soient aussi profonds. Ils sont le symbole d'une chose immense. On a le début des retrouvailles. Première partie, j'ai envie de dire, avant que la fumée du parasite vienne à transformer ceux qui étaient des survivants en titans, avant qu'ils redeviennent humains. Mais la séquence qui m'a touché, en fait, c'est Annie et son père. Je veux dire, les autres, Reiner et sa mère aussi. Mais Annie et son père, je trouve que c'est une relation qu'on nous a fait vivre à distance entre Annie, qui avait une promesse, et le papa, qui estimait que sa fille allait revenir. Les deux ensemble, à distance pendant des années et des années, quand je vois Annie qui retrouve son père, eh ben je vois Annie en saison 1 qui verse des larmes quand elle est capturée par Eren en fin de saison 1. Je vois ça. Celle qui ne pourra peut-être pas tenir sa promesse, et aujourd'hui je la vois avec son père. Ça a été énorme. Mais encore, au moment où il y a la fumée, on s'est tous dit purée, mais non, ils étaient à ça de se retrouver et il y a eu la fumée. Je me suis dit non... Oh si, ils font mourir comme ça. Oh non, je vais pleurer. Il y a les mots de tête de Mikasa. À la fin, on apprend que c'était Ymir, pas qu'il rentre en contact, mais c'est comme si en fait, plus on se rapprochait de l'évidence d'avoir à faire ce choix de tuer Eren, plus il y avait une confrontation intérieure. Mais c'était en lien avec Ymir, et c'était le plus gros rapport à l'histoire, quand on connaît maintenant la finalité d'être esclave et de ne pas être libre. Donc voilà, il y a plusieurs manières de se battre pour la liberté, mais ce rapport à aller sortir de sa prison, qui demande à aller casser ou tuer l'amour ou la personne qu'on aime. On a le gaz du parasite qui transforme tout le monde en titan, et on a moi j'ai trop aimé aussi Jean et Connie quand ils se tiennent comme ça, ils sont ensemble sur le moment, et honnêtement, normalement là faut les faire mourir. Je veux dire, tu peux pas offrir une scène aussi... C'est une conclusion parfaite, ils sont... À la rigueur, vas-y, les parents et tout, il n'y a pas eu les retrouvailles. Hein. Mais Connie et Jean, cette scène et cette vision de dos qu'on avait d'eux, était censée être la dernière à mes yeux. C'est comme ça, moi, que je le vois. Qu'ils soient morts ou pas, en fait, ne change plus rien. C'est la fin de l'histoire. Mais c'est dommage. Ah, voilà, je trouve que c'est dommage quand même. On va dire qu'ils auront été les témoins, voilà, de la fin. Maintenant, les parents, maman de Reiner, père de Annie, Pieck... Et quand on les voit se battre contre le parasite, à l'intérieur de leur titan, les cris qu'ils sont en train de lancer, Annie, comme on l'a jamais vu, Pieck, comme on l'a jamais vu, Reiner qui dit mais ça se finit quand cet enfer? Il est en train de... je vous jure que quand je le regardais, je sentais la fin du monde avec eux, quoi. Je me disais, mais c'est quoi cette dinguerie? Ça a été tellement intense, leur réaction face à tout ça, là. C'était la finalité de tout. Reiner, sa phrase, elle était précisément « Que doit-on faire pour sortir de ce châtiment ?» Et on en arrive à Mikasa. Ça y est, c'est le moment d'aller tuer Eren. Et là, t'as Mikasa qui a ce dernier petit truc, mais elle n'y arrive toujours pas. Et elle veut s'échapper. Elle dit « Je veux rentrer chez nous ». Et là, on a la scène tellement belle, tellement profonde, historique. La boucle de cette scène, j'ai envie de dire, la boucle de cette histoire, j'ai envie de dire, parce qu'elle nous remémore dans la fin de celle-ci, le début de l'épisode 1, saison 1, avec Eren qui ouvre les yeux, et avant d'ouvrir les yeux, enfin j'ai envie de dire, c'est dans le manga je crois, plutôt que dans l'animé, t'as Mikasa qui lui dit « À plus tard, Eren ». Et là,
et on va bien l'apprendre après dans le dernier discours d'Eren à la fin, on n'oublie pas, il faut pas l'oublier, que pour le pouvoir originel et ce qui se passe dans cette histoire, il n'y a pas de début, de milieu, de fin, tout est mélangé. Donc ce qui se passe au début de l'épisode 1 avec Eren qui vit son rêve bizarre où il pleure, c'est ni le passé, c'est ni le présent, c'est ni la fin. C'est ce qui aura d'une certaine manière toujours existé à travers ce pouvoir et son rapport à lui au pouvoir surtout. Parce que pour les autres, on peut le dire. Mais pour lui, ce rapport-là n'a pas de début ou de fin. C'est bien pour ça qu'au début, on voit, et il vit un peu ce qu'il vit à la fin, avec Mikasa. Et c'est là qu'ils ont vécu tous les deux le dernier adieu, j'ai envie de dire. Est-ce que cette scène aura été l'invention de Mikasa ? Je ne pense pas, personnellement. Je pense que c'est l'intervention d'Eren qui vient à clôturer le dernier discours avec Mikasa. J'ai un peu de doute, encore une fois, sur comment interpréter ça. Je pense qu'il n'y a pas de vérité unique. Je pense qu'Isayama, il a laissé des choses où c'est libre à une interprétation. Mais je pense quand même que c'est la vie. Il a offert des derniers instants de vie à Mikasa qui seraient la symbolique de leur amour caché l'un pour l'autre, en fin de compte. Et ce qu'il n'a jamais pu pouvoir vivre avec Mikasa. Parce que ce pouvoir faisait en sorte que la finalité devait être celle de Mikasa qui va tuer Eren. Et donc la finalité de ce qui va libérer le pouvoir des titans. Ce qui va être la finalité de la prison de Ymir. Donc tout au long de cette histoire, il ne pouvait pas y avoir un Eren qui dans la vie réelle offrait cet amour réel à Mikasa malheureusement. Donc il a offert une séquence, pas un rêve, mais une dimension, comme celle où il apparaît avec Armin, et il apparaît avec les autres, mais on l'a pas vu. Ce moment où ils vivraient ensemble. Ce moment où sa mort ne serait pas brutale, mais plutôt que la fin serait celle de la fin de ce rêve-là qu'on voit. Et ce rêve qui devient le rêve du début de Eren, dans la saison 1, en fin de compte. Donc, à ce moment-là, ils sont ensemble, et soi-disant, c'est ce qui se serait passé si, quand Eren a demandé à Mikasa « Qu'est-ce que je suis pour toi ?», et ben elle lui aurait répondu qu'ils sont ensemble, quoi, d'une certaine manière, et qu'ils étaient partis. Et ils auraient vécu un moment leur amour. Et c'est là que Eren aurait abandonné, mais ce qu'il ne pouvait pas abandonner, parce que Eren le dit lui-même à la fin. Il n'a jamais pu fuir le destin qui était, et les souvenirs qui lui étaient montrés. Donc malheureusement, à défaut de lui offrir dans la vraie vie parce que c'était impossible et que le destin devait se passer ainsi, il lui offre cette situation-là et il la vit aussi, cette situation-là. Et puis il y a aussi ce détail de l'oiseau qui vole rapidement au-dessus d'eux, qui est une ombre, qu'on voit en mode ombre, qui pour moi représente souvent ce côté, déjà c'est le symbole de la liberté, mais surtout c'est un peu la même chose qui se passe avec Armin quand il arrive. Alors certains diront Eren est un oiseau, moi je dirais plutôt non, je dirais plutôt que l'originel, et Eren est tout en vrai dans cette œuvre, il représente tout ce qui a touché au monde des titans, avec Ymir, etc. On connaît maintenant un peu tout ça, et que souvent c'est représenté un peu par le symbole d'un oiseau. Et c'est pareil quand il va avec Armin, et que c'est là où Armin avait eu le flash intérieur. Et ce qui est intéressant, j'ai oublié de le préciser, c'est que Mikasa, dans ce moment-là, se réveille, enfin, dans l'illusion, dans la dimension où elle est avec Eren, avec une maison de campagne et tout, elle se réveille dedans, en pleurant, et en estimant qu'elle a fait un long rêve. Comme Eren au début. Donc là, on se dit quoi ? C'est comme si c'était sans fin, en fait. C'est comme si, là, le moment de la mort de Eren lui permettait de vivre éternellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, t'as Mikasa, mais le rêve dont ils se réveillent tous les deux, c'est à la fois celui de Eren, mais en se réveillant dans la vraie vie. Au début, il se réveille, il est dans la vraie vie. Mais en fait, c'est quoi la vraie vie ? Parce que Mikasa, elle a l'air de se réveiller, mais dans ce qu'on appelle, nous, une dimension, un faux monde. Donc, elle a rêvé de quoi à ce moment-là ? Pourquoi elle pleurait ? Parce que peut-être qu'elle rêvait du vrai monde. Donc en vrai, j'ai envie de dire presque dans ce qu'il y a en lien entre eux maintenant, quel est le vrai monde et quel est le faux monde ? Où est-ce qu'ils vivent, où est-ce qu'ils vivent pas ? Mikasa, quand elle se réveille et qu'elle a des larmes, elle se réveille de quoi à ce moment-là ? Étant donné que Eren au début se réveille, mais on peut dire que quand il ferme les yeux, avant de fermer les yeux au début de l'œuvre L'attaque des Titans, c'est Mikasa qui lui dit ce qu'elle lui dit à la fin de cette dimension, à plus tard, Eren, avant de l'embrasser. Mais quand elle l'embrasse, c'est au même moment où elle arrive et elle lui coupe la tête. Et où elle lui prend sa tête pour l'embrasser à la fin. Donc, ce moment où elle l'embrasse, c'est comme si, en vrai, elle était
en même temps dans l'autre monde. Et que ça y est, son rapport à Eren, et puis regardez sa réaction, elle ne pleure même plus. Malgré qu'elle a tenu sa tête dans sa main, malgré qu'elle a tué, c'est comme si elle était dans un monde à la fois avec Eren, et que Eren était dans un monde à la fois avec elle, parce qu'au moment où elle arrive, au moment où il voit que c'est elle qui va le tuer, au moment où il voit que c'est elle qui va lui couper la tête, regardez comment il y a de la douceur dans une scène atroce. Il se fait couper la tête, celle qu'il aime du fond de son cœur et qui ne pouvait pas lui faire le moindre mal vient le tuer avec un sourire où ils se regardent tous les deux. Et Eren, il a un regard d'apaisement à ce moment-là. On ne voit pas Eren adulte aussi apaisé que dans la scène où il va se faire tuer. Et les deux sont apaisés. Et bizarrement, dans l'animé, on voit vraiment le parallèle mis en filtre, l'un en transparence sur l'autre, où ils s'embrassent. Enfin, où elle l'embrasse, parce qu'il n'a plus de... De l'autre côté, c'est les adieux aussi dans l'autre monde, quand elle l'embrasse en même temps. Donc, en vrai, il lui a offert l'amour qu'elle voulait. On peut dire que Mikasa aura vécu malgré tout son amour, parce que Eren lui aura présenté avant de mourir, et une conclusion qui ne pouvait pas être autrement. Mais Mikasa a vécu sa séquence d'amour avec Eren. Mikasa aura été avec Eren dans cette histoire. Et il ne faudra jamais dire que Mikasa n'a jamais pu être avec Eren, etc. Parce que ça veut dire tout. Début de l'histoire, fin de l'histoire. Donc en vrai, au début, t'as Mikasa qui lui dit à plus tard, et à la fin, t'as Mikasa qui lui dit à plus tard, début, fin, et ensemble. Donc, quand il s'est passé cette chose-là, elle a accompli ce qu'elle devait accomplir, et on a Ymir au second plan, les amis. Ymir au second plan, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle sourit. C'est la conclusion. Fin de l'histoire des titans à ce moment-là. Pas fin de l'histoire de l'humanité, mais fin de la malédiction des titans. C'est fini. Au passage, pourquoi Mikasa, avant d'aller le tuer, elle sait qu'il est dans la bouche aussi? Ça aussi, je me le demande. Elle dit, il est dans la bouche, truc, c'est par là. Comment ça? C'est pas censé être dans la nuque? Bon bref, ça c'est un détail peut-être, mais c'est comme si ça y est, tout était clair dès qu'elle a vécu cette scène-là avec Eren. Maintenant, ça y est. Elle ne pleure pas, elle n'est pas traumatisée de faire ça et tout. Pourquoi? C'est comme si ça y est, ce poids était parti parce qu'elle a vécu, ou elle vit déjà avec Eren maintenant. Ça, c'est symbolique. On peut pas définir une réalité factuelle, c'est comme ça, c'est... Non, c'est pas comme ça. L'auteur, il te l'écrit pas comme ça, le truc. Donc là, il y a de l'interprétation et beaucoup de symbolique. Et aussi, te faire vivre et te pas faire vivre le truc aussi en même temps. C'est ça aussi le sens de la suite, on va revivre, on va refaire, C'est comme la vie, celui sur Terre qui dit après la vie, ou il n'y a pas l'après-vie, ou ça dépend de qui croit en quoi. Ymir, prisonnière de son amour, qui voit Mikasa conclure ce qu'elle n'a jamais pu conclure par elle-même. Il n'y a plus de prison, ils sont libres. Et c'est par cette liberté qu'il y a aussi eu la fin de cette malédiction. Maintenant, on va avoir Eren qui vient voir Armin. Et là, il va falloir prendre en compte, c'est une confidence des plus profondes, une confidence humaine. Quand je vois des gens, parce qu'on va en reparler, mais qui s'arrêtent sur « oh, il est ridicule, machin et tout », je me dis « mais les mecs, t'as un gars qui évoque le poids sans fin qu'il a de la vision du futur, après avoir éradiqué 80% de personnes. Un personnage qui a un bon cœur de base, hein. Eren n'est pas un méchant qui veut tuer pour tuer. Donc tout ce qui se passe là l'a dépassé. Et il est en train petit à petit d'essayer de l'expliquer. De la manière des plus humaines possible. On aura le Eren le plus authentique à ce moment-là de l'histoire. Le Eren qui n'est pas comme quand il était petit, toujours à essayer de cacher ses sentiments. Toujours celui qui veut aller au-delà de tout, sortir, être libre. Non, on a le Eren d'une fin de vie. Un Eren, vous voyez quand, avant de mourir, des fois, je sais pas si vous vous êtes déjà confronté à ça, je vous le souhaite pas forcément, mais des personnes qui se confient, qui vous disent tout ce qu'ils ont sur le cœur, les regrets qu'ils ont, les larmes qu'ils vont verser. Est-ce qu'à ce moment-là, vous allez leur dire « Mais t'es ridicule, toute ta vie, t'étais un bonhomme, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais c'est pas digne du personnage que t'es !» Mais c'est là, l'auteur,
il ne fait pas les choses au hasard. Il n'a pas dit, allez, à la fin de l'œuvre, j'écris tout parfaitement. Et là, d'un coup, allez hop, tu vas être ridicule, là. J'ai une crise de ridiculité, là. Allez, il y a une part d'humanité. Il y a une part de mettre de côté, arrêter de réfléchir à la hype d'un perso qu'on veut avoir, au méchant parfait, à la fin parfaite. Il n'y a plus de parfait. Il y a un gars qui doute parce qu'il ne sait même plus ce qu'il est en train de faire. Il a le poids de 80% de l'humanité qu'il a détruit. Il est dans le doute. Il ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien. Il a des souvenirs de ce qu'il allait faire sans avoir fait la chose. Il sait qu'il va les tuer sans les avoir tués. Mais il a aussi... Le temps n'existe pas. Donc, dès lors qu'il a eu ses souvenirs, il les tuait sans les avoir tués, pour ensuite revivre qu'il va les tuer quand il va les tuer. Et il y a le moment où c'est un souvenir, il y a le moment où il est en train de le faire, il y a le moment où il pense que c'est pour la liberté, il y a le moment où il se dit « Purée, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et il y a le moment où il doit se confier à ses amis avant de mourir. Et on est dans ce moment où il doit se confier à ses amis pour enfin être libre. La vraie liberté, c'est pas celle de terrasser le monde. Et il cherche à regarder, il cherche encore à savoir lui-même tout au long de sa vie qu'est-ce que la liberté. Et le dernier moment où il est apaisé, c'est quand c'est Mikasa qui vient le tuer. Parce qu'en vrai, c'était un poids immense. Il n'a jamais pu vivre cet amour avec Mikasa. Il n'a jamais pu le vivre alors qu'il le voulait. Pourquoi il pouvait pas? Parce que c'est ce pouvoir du début jusqu'à la fin qui était en lui qui faisait qu'il ne pouvait pas faire en sorte que Mikasa ne soit pas celle qui va le tuer. Le seul moment où il a pu vivre avec elle, c'est dans la dimension qu'ils ont créée entre eux. Donc, libérer ne serait-ce que cette vérité, après s'être mangé une bonne patate, ça a été déjà la base de tout. C'est ce qu'il y a de plus humain chez Eren qu'on peut voir dans cette œuvre-là. Mais nous, on est trop des... l'antagoniste, il doit être beau gosse, il doit être comme ça, l'antagoniste, c'est pas digne de... Non. Isayama, il en a marre de tout ça. Isayama, il est venu t'écrire la souffrance d'un personnage qu'on ne connaissait pas en vrai, qu'on a appris à connaître au fur et à mesure de l'histoire, que lui vivait depuis le début. C'est ça le truc. Cette réaction, elle est là. Mais avant maintenant de parler de cette réaction, on va quand même mettre l'échange qu'il y a eu. Il y a une discussion autour de la volonté de rendre la rupture indiscutable. On apprend qu'au fur et à mesure, il perdait le contrôle du sens de la mesure de ce qu'il faisait. On a Armin aussi qui lui évoque que c'est à Mikasa qu'il doit demander des excuses. On apprend que le but était de créer donc ce détachement avec ses amis pour les pousser à l'abattre et devenir les héros sauveurs de l'humanité. Et donc il va emmener Armin, et ça c'est un peu... Vous voyez, Mikasa, il l'emmène dans le rêve qu'il y aurait pu avoir entre eux deux. Armin, il l'emmène dans ce qu'il y a de plus cher aussi dans leur relation. Les endroits du monde à découvrir, ce qui représente un peu la liberté qu'ils voulaient avoir eux deux à l'intérieur des murs et ce qui pouvait peut-être exister en dehors. Donc il l'emmène voir des volcans, de la lave, l'eau. Et regardez bien par quoi ça commence, leur discussion dans cette dimension. Ça commence là où ils se trouvaient dans le passé quand ils étaient petits, à la recherche de liberté en lisant leurs livres, etc. Ymir est resté fidèle et loyal au roi pendant 2000 ans et au pouvoir des titans qui ne perdurent que par elle. Fritz a brûlé son village, tué ses parents, arraché sa langue. Mais même une fois son pouvoir acquis, elle lui est restée soumise. Écoutez bien ce qui a été dit de la part d'Eren. Je l'ai senti lorsqu'on était dans le chemin, j'ai eu du mal à y croire, mais le secret d'Ymir, c'est qu'elle aimait le roi Fritz. C'est cet amour qui l'a maintenu enchaîné 2000 ans. Je prétendrai pas pouvoir percer les mystères de son cœur, mais je sais au moins qu'elle a terriblement souffert. Pendant toutes ces années, elle cherchait quelqu'un qui la délivrerait de sa douleur. Et elle l'a trouvé. C'est Mikasa. Et là, t'as Armin qui dit « Mikasa ?» Il demande pourquoi Mikasa. Et même Eren, ça c'est intéressant, même Eren avant sa mort, ne savait pas pourquoi et comment Mikasa l'aurait libéré. C'est un peu pour ça aussi que quand il la voit arriver pour venir le tuer, il a cette réaction aussi peut-être. Ce sentiment d'apaisement et au moment où il se regarde, il se dit en fait, voilà, c'est donc ça qu'elle va faire. Et il le prend comme une libération. Seule Ymir elle-même pourrait te l'apprendre. Pour l'instant, je saurais dire ce que va faire Mikasa. Faut comprendre aussi que ça là, c'est ce qui a été dit avant sa mort, mais qui sera révélé à ses amis au moment où il sera mort. C'est dès qu'il meurt que, boum, ce truc intervient comme un rappel, comme une vérité.
Ce dont je suis sûr, par contre, c'est ce qui résultera de son choix. C'est pour y aboutir que j'ai toujours continué à avancer, jusqu'à décimer toute l'humanité, pousser Paradis à la guerre civile, et surtout entraîner mes précieux amis dans un conflit auquel vous pourrez ne jamais survivre. C'est donc ça l'avenir que tu as vu dans la cérémonie avec Historia. Armin, c'est le chaos permanent dans ma tête. Le pouvoir de l'originel m'empêche de distinguer le passé du présent. Ils coexistent de front. Donc là, vous comprenez un petit peu ? Il n'y a pas de début, pas de fin, pas de présent, pas de futur. Ce pouvoir, c'est un mélange de tout. Ce qui a existé a déjà existé, ce qui va exister a existé dans sa tête parce qu'il va exister. Vous demandez à un personnage comme ça d'avoir votre cohérence de visionneur manga. Moi, je comprends pas un truc pareil. Il n'y a pas de cohérence à trouver, c'est la perdition dans son esprit. C'est un gars qui évoque sa perdition, qui en est arrivé à décimer 80% de l'humanité, et en se disant mais qu'on ne pourra quand même rien changer à l'humanité demain. Mais je vais vous offrir ce que je peux vous offrir. Voilà, c'est tout ce que je peux parce que, à la fois, c'est ce qui doit se passer et je le vois, et à la fois, si ça s'est passé, je l'interprète aussi comme ça. Et là, comprenez bien maintenant, parce que là, ça va être choquant. Ce jour-là, quand tout a commencé, Bertolt ne devait pas encore mourir. Alors je l'ai détourné de lui, et je l'ai attiré vers et il allait dire vers ma mère. Donc là, est-ce que vous comprenez que le pouvoir originel de Eren, qui contrôle tout chez les titans, et on pouvait se demander, mais quand Bertolt s'est transformé en titan colossal au premier épisode, à un moment donné, il transforme, et ensuite il redevient Bertolt. Et les titans sont rentrés. Et le titan souriant, là, normalement, instinctivement, va pour manger Bertolt, logiquement, parce qu'il va prendre le pouvoir, etc. Et non, Eren lui-même aurait dirigé ce titan souriant, qui était en plus la femme de son premier mari, enfin de son premier père, pardon, Grisha. Et ce titan souriant, il l'a manipulé à distance pour l'emmener manger sa propre mère. Et créer ce déclenchement, parce que c'était censé être le destin, mais parce que le destin c'est lui dans l'œuvre qui le crée, parce que c'est comme ça et tu peux pas le définir, mais c'est lui qui l'a fait. Et à la fin de sa vie, il le définit, il l'explique. Donc, c'est ça qui a fait naître ce qui doit être à l'intérieur d'Eren, cette haine, etc., envers le titan, envers la nature humaine, envers tout ce qui existe, pour créer cette conclusion finale. Et vous vous rendez compte de la dinguerie là qu'on est en train de se dire. Et là, j'aime la réaction d'Armin, qui est choqué, mais qui lui prend la main, et qui lui dit « Attends, limite, bon, passons à la suite. » Il l'empêche de souffrir encore plus, parce qu'il voit cette souffrance. Si c'était nous, qui aimons nous plaindre pour tout et pour rien, on aurait dit « Oh, t'es pas sérieux, vas-y, t'es pas digne de l'antagoniste que tu devais être, on rend tout, on transforme tout en mécanique, tout doit être carré comme ça, c'est comme ça qu'on écrit, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça... » Ah, je déteste ça. Et là, on se retrouve devant la mer, et c'est beau parce que c'est le symbole final où devait être Armin, où ils ont été avec Eren. Et là, on évoque le sujet Mikasa. Tu crois qu'elle pourra t'oublier et refaire sa vie, trouver le bonheur comme tu le souhaites? Et Eren, il lâche, j'en sais rien. Et c'est là où il se mange une patate de Armin. Et une patate de Armin, avec des mitaines. Non, je rigole. Et la patate de Armin, elle l'a mis dans un état où ça y est, il était par terre, il était en fin de vie, 80% de l'humanité détruite. Quand il ramasse, on voit des cheveux, des dents, tout est dégueulasse, du sang sur les mains, une planète remplie de sang par sa faute, une malédiction et un amour qu'il a au fond de lui. C'est la petite chose pure qui lui reste. C'est l'amour envers Mikasa qu'il n'a jamais pu vivre réellement. Et pourtant, la souffrance, elle est 2 fois plus grande parce qu'elle l'aime comme tout. Et il ne peut jamais lui donner, ne serait-ce que dans une dimension, à sa mort. Il ne peut rien lui offrir parce que c'est le destin de faire en sorte que la conclusion soit ainsi. Et là, en fait, il te dit, vas-y, en fait, on va arrêter les faux semblants, on va arrêter de faire le bonhomme, on va arrêter avec tout ça, c'est la fin de ma vie, je me confie. Et là, pour la première fois, ça n'a pas plu à beaucoup de gens, parce qu'il apparaît ridicule, parce qu'il évoque son amour, parce qu'en fait, on est en train de demander à Isayama, qui veut écrire des choses très profondément sur l'humain, de ne pas être très profond sur l'humain. Moi, ça me choque. Et là, t'as Armin qui en rajoute une couche, en lui disant, peut-être qu'elle trouvera vite quelqu'un, et elle se mettra en couple tout de suite. Et là, t'as Eren, et qui dit non, en pleurant, je ne veux pas qu'elle se mette avec un autre, je veux qu'elle pense toujours, mais qu'elle ne pense qu'à moi. Et qu'après ma mort, elle reste au moins 10 ans en deuil. Ça,
Ça là, mais bien sûr que c'est dit comme un enfant, bien sûr que c'est dit je veux qu'elle ne pense qu'à moi, je veux qu'elle n'aime que moi, mais on parle d'un gars qui n'a pas pu donner cet amour. Il est en train de dire qu'il l'a toujours aimé aussi, mais qu'il y a toujours eu un blocage avec tout ça. Alors qu'il l'aimait, mais qu'ils n'ont pas pu vivre ce truc-là. Il est en train de dire, moi ça y est, je n'ai fait que souffrir de cette vie, j'aimerais tellement au moins que j'ai le sentiment qu'elle ne m'oublie pas. Tout simplement, que son deuil soit long. Ça, c'est des choses que beaucoup de gens, au fond de nous, on peut penser. Quand, je sais pas, certains ont connu l'amour et qu'ensuite il y a une rupture, ils se disent derrière, purée, j'espère qu'ils pensent encore à moi. Purée, instinctivement, ils le disent pas à haute voix, mais au fond, leur cœur touché, triste et brisé, c'est ce qu'il évoque. Et là, en fait, Eren, c'est un cœur brisé qui parle. C'est un cœur qui n'a jamais connu la paix qui parle. C'est un cœur maudit par la malédiction de tout ça qui parle. C'est le peu d'humanité qu'il a qui parle. Et on est en train de lui en vouloir. Et là, même Armin, il est choqué. Parce que si c'était une volonté d'écriture, tu rends pas Armin choqué. Tu dis, mais oh là là, ils ont créé une norme tellement nulle qui ne correspond pas. Et genre, ça choque personne. Non, parce que là, Armin, le premier, est choqué. Donc il y a volonté de le mettre dans cet état-là, Eren. Et Armin, il dit, ouah, je pensais pas que tu pourrais sortir un truc aussi pathétique. Parce que le gars était un bouclier, le gars cachait toutes ses émotions. Et Eren, il lui dit, surtout ne lui répète pas, hein, je ne veux que son bonheur. Mais en même temps, bon sang, j'ai pas envie de mourir. Je voudrais rester avec Mikasa et avec vous. Mais les gars, comment un discours aussi triste et profond peut faire débat? C'est dommage. Et là, t'as Armin qui essaye de dire Eren, ne baissons pas les bras, cherchons une solution. Et là, il lui dit non. Tout comme moi, personne ne voulait mourir. Et pourtant, 80% de l'humanité a été piétinée. Tu vois, et là, t'as Armin qui lui dit mais dis-moi pourquoi et tout. Et là, t'as l'évocation et son sentiment. La seule chose qu'il sait, c'est son rapport à la liberté. Devoir agir comme ça pour la liberté, ou c'est plus profond qu'il sait. Je comptais réellement éradiquer la totalité de l'humanité hors des murs avant que vous ne m'arrêtiez. J'ai pu finir qu'à 80%, mais au moins, la civilisation extérieure est retombée au niveau de paradis. Et comme ça, il n'y aura aucune guerre en représailles. Pensez que ça ne s'arrête qu'à cet aspect pratique. J'éradique les gens et il n'y a plus de guerre. Pour mes amis et c'est fini. C'est manquer de profondeur. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est l'histoire d'une malédiction. À plusieurs étages et à plusieurs niveaux, à plusieurs parallèles, on a un lien. On a un lien terrestre, on a un lien d'Ymir vis-à-vis du roi, on a un lien philosophique, on a un lien d'amour, on a un lien scientifique avec l'humain qui cherche à survivre. On a tout en rapport. Et s'arrêter à cette histoire en disant Eren a éradiqué 80% juste pour ses amis, c'est pas ça. L'auteur, il n'écrit pas que ça. Ça, c'est la représentation visible, pas plus. Et lui-même le dit. Écoutez, parce que t'as Armin après qui lui dit bon mais tu peux t'en sortir, c'est nos choix, nos actions, etc. Et là il lui dit ah t'as fait tout ça pour nous et tout. Et là même Eren se dit non, je ne crois pas. Et il a un flash passé de Grisha qui lui dit à sa naissance tu es libre Eren. Et là il se dit écraser ce monde, écraser le monde entier pour voir cet horizon. Mais cet horizon, il a une définition, il a une explication, il a une symbolique. C'est pas juste je veux voir l'horizon. Et je détruis le monde maintenant parce que quand il est dans l'océan, il voit. Mais il se dit, ouais, mais au-delà de la mer, il y a quelque chose. Au-delà de la mer, qu'est-ce qu'il y a au loin? Qu'est-ce qui est toujours un rempart à notre vie? Qu'est-ce qui est toujours ce qui vient nous bloquer? Et en fait, c'est l'extrême la plus grande qu'il a créée dans la recherche de liberté. Tant qu'il y a toujours un rempart devant nous, il faut le détruire. Et il a détruit presque tous les remparts qui existaient, voire même le rempart humain, au-delà de l'eau. Au début, c'est les murs, ensuite c'est après les murs, ensuite c'est après l'océan, ensuite c'est après l'humanité, ensuite c'est le parallèle de Ymir à son amour. C'est loin, ça va très loin. Un auteur comme Isayama ne s'arrête pas à des détails futiles. Il représente les choses par des mots d'humains comme eux, et il met des messages beaucoup plus profonds. Pourquoi on a dû en arriver à tout ça? Parce que je suis un imbécile quelconque qui a obtenu un pouvoir trop grand pour lui. Voilà pourquoi je n'ai pu aboutir qu'à ce dénouement-là. Donc là, vous avez l'impression que tout est calculé, qu'il sait exactement ce qu'il fait. C'est pas sur ça qu'il faut s'arrêter. C'est sur la conclusion du symbole de qu'est-ce que c'est que ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il représente?
Qu'est-ce qu'on écrit en parlant d'Ymir? Qu'est-ce qu'on écrit en parlant de la recherche de la vie et de se battre pour la vie, de la liberté? Il est en train de définir la vie, il est en train de définir la mort, il est en train de définir la liberté, il est en train de... Cette histoire, c'est l'histoire profonde de l'humain dans son instinct, dans sa recherche, dans sa survie, dans le fait de vivre, c'est tout ça. Combattre la mort, se confronter à la mort, amener une suite à la mort. C'est toutes ces choses-là qui sont expliquées dans l'œuvre. Les propos d'Eren, là, c'est pas sur ça qu'il faut faire une synthèse et méditer 1 heure, en vrai. Et par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, et je crois que c'est un ajout par rapport au manga, c'est que Armin prend une part de responsabilité. Parce que, et ça c'est riche en analyse, parce qu'au fond, il lui fait comprendre à Eren que sa recherche de liberté à lui aussi a poussé aussi Eren à être celui qu'il est aujourd'hui dans ce combat pour la liberté. Donc là, Armin, il prend la responsabilité. Même quand il est en train de dire « on va aller en enfer », quand il dit « on se retrouvera en enfer », c'est parce que lui, ça y est, aussi estime que cette recherche de liberté excessive par rapport au monde dans lequel ils étaient, les a menés tous les deux, à la fois Eren, et il veut apaiser, prendre la moitié, entre guillemets, des péchés d'Eren par sa responsabilité naïve et de bon sens au départ. Et là, écoutez ce qu'il dit. « À l'avenir aussi, on se retrouvera. » Et là, Eren, il lui dit « Et cet avenir, tu le vois où? En enfer, s'il existe bien. Pour expier le massacre de 80% de l'humanité, ensemble. » Là, Armin, il prend avec lui une responsabilité. Il veut expier, il explique que c'est ensemble qu'on va expier tout ça, parce que t'es pas le seul responsable. Eren est à la fois le responsable et la victime dans cette histoire. Il est responsable de ce qu'on lui a mis, il le dit lui-même, un pouvoir trop grand pour lui. Il n'a rien demandé à personne, le gars. Ça lui est tombé dessus. Si c'était vous ou si c'était moi, on était dans cette œuvre, c'est la même chose. Tu as les choses d'un futur que tu ne peux pas éviter, et que tu accomplis sans accomplir. D'une certaine manière, t'es libre, mais ta liberté, en fait, t'apprends qu'elle n'est pas libre. Et qu'en fait, toute ta vie, ta recherche de liberté, ne fait de toi qu'un pantin qui suit comme un aimant une prison par cette malédiction. Il n'y a que la mort qui le sauve à un moment donné dans cette histoire à la fin. Et ne pas le tuer aurait fait en sorte que Eren aurait échoué. Eren, en fait, à la fin, il aurait été esclave à vie. Rendre Eren éternel, c'est faire en sorte qu'il soit mort éternellement. Il n'aura pas un véritable libre arbitre, dans le sens où tout n'était pas déjà fait. Mais de l'autre côté, et c'est là où on voit le sens, c'est que, bizarrement, à la fin, on symbolise Eren par l'oiseau, qui est l'inverse, et on le symbolise par l'oiseau dès qu'il meurt. Dès qu'il meurt, il devient pas un oiseau, mais les oiseaux et la liberté ont ce rapport à lui. C'est comme quoi il fallait qu'il meure pour avoir ce rapport à la vie, en vrai. C'est très beau, la finalité de tout ça, même si j'ai bien aimé le fait que ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que on peut dire que, et certains peuvent croire, que la fin de l'histoire de l'attaque des Titans, c'est la fin de la malédiction, c'est Mikasa qui va enterrer Eren, c'est nos amis qui retrouvent leur famille, tout est bien qui finit bien, alors que le monde est éradiqué à 80%, mais en fin de compte, tout est bien qui finit bien. C'est pas ça la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est pas ça. Ça c'est mignon, on a Mikasa qui va enterrer la tête d'Eren dans cet arbre symbolisant aussi la vie, d'une certaine manière. L'arbre c'est la vie, hein, c'est l'oxygène. Sans arbre, pas de vie, sans nature, pas de vie. Donc elle met la mort à l'endroit de la vie. Donc est-ce qu'il y a la mort quand il y a la vie en même temps? C'est le cycle en vrai, tout simplement. Et c'est là la véritable fin de l'attaque des Titans. C'est les cycles de la vie. C'est la vie, c'est la naissance, c'est se battre pour vivre, c'est les conflits humains, c'est les failles, c'est la mort. Et l'attaque des Titans est venue casser tous ces cycles par la malédiction du Titan qui éloigne la mort, qui te donne quelque chose qui surpasse la mort, qui dépasse la force humaine. La peur, c'est s'affaiblir. C'est humain, c'est normal. Ça me fait reculer, ça me montre le danger. Le Titan, c'est ce qui dépasse tout ça. Mais en ayant ce qui te dépasse tout ça, t'as malgré tout la malédiction de vivre moins longtemps aussi. Donc pour surpasser, comme quoi, c'est indéniable la mort. Elle fait partie de la vie. Et on le voit à l'image de Sig, quand il l'accepte, il est encore plus en paix que tous les moments de sa vie. Et à la fin, on parlera du générique final, qui pour moi est incroyable. Incroyable, le générique final, le bonhomme qui rentre dans l'arbre à la fin, qui est-il, etc. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Là, je vais conclure avec le dernier discours que Historia nous évoque et que Armin aussi nous dit. Déjà, on a Ymir. Je sais pas comment l'interpréter, mais quand Ymir voit Mikasa,
et qu'elle disparaît, Ymir, en gros, ça y est, Mikasa a fait ce qu'il fallait, tout est terminé. Enfin, tout, l'histoire des titans en tout cas. On a une image du roi Fritz avec la flèche qui était plantée. Alors si je me trompe pas, parce que ça fait un moment, cette flèche-là, c'était censé être Ymir qui l'avait prise. Mais là, c'est comme si on avait dit, l'histoire est terminée et elle n'est plus esclave en se sacrifiant devant le roi par son amour, etc. Ça y est, c'est terminé. Ce qui presque aurait dû se passer, c'est passé, et les titans n'existent plus, etc. C'est comme si on était revenu dans le passé, on avait fait en sorte que les titans n'existent plus. 3 ans après la bataille, entre ciel et terre, le nombre de vies perdues est démesuré. Et tous les rescapés, les cicatrices, seront longues à guérir. Ainsi que le redoutait le monde encore dévasté, la nation eldienne a constitué une armée menée par les Pro-Jaegers, qui se sont renforcés de jour en jour par crainte des représailles des rescapés d'au-delà de la mer. Il y a désormais un chant à l'unisson. Si tu gagnes, tu vis. Si tu perds, tu meurs. Sans combat, pas de victoire. Alors bats-toi. 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 Les titans ont disparu, mais les conflits demeurent. Eren m'avait confié ce qu'il savait de l'avenir. Et désormais, malgré l'absence de réelle capacité de prescience, il m'est aisé de voir le futur immédiat qui nous attend. Il ne sera pas la conséquence des seules décisions d'Eren, c'est des choix de chacun d'entre nous qu'est né le monde d'aujourd'hui. Il nous faudra nous battre afin de limiter les conflits et d'espérer goûter un jour à une nouvelle ère de paix. Telle n'est pas la vie. Eren la souhaitait pour nous, mais peu importe, car il a choisi de nous confier les rênes. C'est désormais à nous de trouver comment vivre dans ce monde sans titans. Et là, on a nos amis qui retournent longtemps plus tard. Armin, Reiner, Jean, Connie, etc. Annie qui retournent sur l'île de Paradis sans savoir même ce qu'on va leur réserver. Et ce discours final, il est très beau. Disons qu'on retourne encore une fois en enfer. Car au bataillon d'exploration, il n'y avait que des têtes de pioche. On ne se fera pas tuer tout de suite. Car les habitants de Paradis doivent entendre notre histoire. Pourquoi, après s'être tant entretués, nous venons tous sur l'île de Paradis pour prôner la paix? Cette histoire est la nôtre. Allons leur raconter. Et là, à la fin de cette histoire, on a la scène de Mikasa qui brise un peu le cœur. Elle fait un peu de la peine, cette scène. Mikasa qui est encore en deuil de longues années. Et si je me trompe pas, il y a des gens qui ont fait un calcul avec le générique de fin, là, quand les trucs, elles passent, 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas quoi. Je sais pas comment ils ont calculé tout ça. Et en gros, il paraît qu'elle aura eu 10 années de deuil avant de se mettre en couple. Parce qu'après, à la fin, on voit... Mais ça, on en parlera dans la vidéo spécifique au générique final. On a Mikasa qui a vraiment mal et qui dit qu'elle aimerait vraiment le revoir. Et là, un oiseau intervient en lui prenant son écharpe. Comme s'il lui avait levé son écharpe. Il ne lui avait pas enlevé. Cet oiseau lui a, entre guillemets, redonné espoir, redonné vie. Comme si Eren, en fait, lui envoyait un symbole. Comme si Eren n'est jamais mort. Eren est partout. Et elle lui dit, Eren, merci d'avoir enroulé cette écharpe autour de mon cou. Est-ce que maintenant, ça veut aussi dire une dernière chose? Que son deuil est terminé? Est-ce que ça veut aussi peut-être dire maintenant, à partir de maintenant, oublie-moi? Genre un oiseau qui vient pour essayer de lui enlever peut-être cette écharpe. Et qu'elle, elle n'y arrive toujours pas. Voilà, c'est propre à interprétation. Et maintenant, je peux clôturer cette vidéo, même si c'est pas fini. Parce qu'il y a quand même un générique final immense qui explique beaucoup de choses encore. Mais pour cette review, je terminerai sur ça. Et je vous remercierai tous. Parce que depuis la saison 2, à l'époque où il n'y avait presque personne encore qui faisait autant de débriefs, etc., on a vécu, et j'ai vécu aussi avec vous, quelque chose d'exceptionnel. J'ai envie de dire que c'est vraiment le véritable début de quelque chose que j'ai partagé et qui a vraiment explosé à l'époque, avec les reviews de l'attaque des titans. Parmi vous, il y a des personnes qui étaient au collège, d'autres qui étaient en primaire, d'autres qui... Et je vous vois des fois venir me dire merci d'avoir partagé avec moi, etc. Tu m'as fait découvrir ceci ou cela et tout. C'est une part de notre vie. Je peux comprendre, moi, quand j'étais plus jeune, il y a eu des choses qui ont été... que je voyais et qui me suivent tout au long de ma vie. Si j'ai pu contribuer à ça, pour certains d'entre vous, ça me fait chaud au cœur. J'en suis vraiment fier. Mais ensemble, on aura écrit cette empreinte, les gars. Parce que sans vous, j'aurais pas pu faire tout ça. J'aurais pas pu prendre le plaisir de me donner. De passer des 2 jours de suite, un jour à écrire, un jour à tourner, un jour à monter. Tout ça, tout seul. Mais je le fais pour vous et pour moi, parce que c'est mon plaisir aussi. Mais donc, moi aussi, je vous le dis. Merci beaucoup. L'attaque des titans, c'est fini. On aura vécu cette aventure ensemble.
Peut-être que c'est le début et la fin d'une aventure ensemble. Peut-être qu'il y en aura de nouvelles derrière. Qui sait? Mais en tout cas, je suis très très heureux d'avoir participé à cette empreinte pour cette œuvre que j'aime tant et à une empreinte parfois dans votre vie qui vous aura fait du bien. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.